Vamos a seguir On continue avec la table 2. Attention aux prises en charge intégrale des qualités, numéro 2, la deuxième séance. ese modelo, ¿no? Parecido o inspirado podría ser en el... On continue de parler También hay un modelo de ces modèles de prise en charge. On était très inspiré par le modèle de la Belgique. Il y a aussi un modèle pilote à Paris, mais malheureusement, on n'a pas réussi à mener une représentante de l'association qui les mène au but, mais on a réussi à inviter Imma Saoud-Giralt qui va nous raconter les modèles de la Catalogne en Espagne. Un modèle qui essaye d'engager les politiques publiques, le contexte total social communautaire. Donc on a invité Imma Saoud, qui est pionnière en matière de mutilation génitale, une pédiatre de référence nationale et régionale. Et d'après son expérience en tant que pédiatre et activiste avec les femmes, les mères, les sœurs, les tantes et les amis des femmes mutilées et le travail qu'elle fait dans l'Institut catalan de la santé à Barcelone lors de son travail pour la création du protocole catalan de la mutilation génitale féminine. On a aussi Sira Kand, politologue, activiste contre la MGF depuis déjà très longtemps, aussi une pionnière à Catalogne et aussi au Sénégal et à Gambie. Elle a travaillé pour plusieurs services de la municipalité de Salte. Elle est aussi politologue et a mené des travaux sur le terrain, travaux d'accompagnement et dans les communautés. Donc, on va continuer avec estas necesidades de atención y les connaissances et les expériences que ces deux merveilleuses femmes peuvent nous apporter. Empezaré con un pequeño vídeo. Je vais commencer avec une petite vidéo. Baptisée à l'âge de 8-9 ans, soi-disant c'est pour purifier la femme. La vie m'a appris qu'en fait c'était plus pour nous diminuer une partie de notre féminité. J'ai vécu une enfance très heureuse, j'ai été très couvée par ma maman en particulier. Je me rappelle avoir été une petite fille très espiègle jusqu'au moment où m'est arrivé cet épisode en fait. L'excision, c'est une ablation, donc on vous coupe le clitoris, on vous déverse de l'alcool à 70 degrés sur une plaie ouverte pour éviter les infections. Je trouve que c'est un événement assez dévastateur, en tout cas dans la vie des petites filles. Parce qu'on est confronté à la réalité de la vie plus tôt que prévu. On n'a même pas le temps et l'occasion de profiter réellement de son enfance. Il y en a qui ont la chance de ne pas s'en rappeler et c'est tant mieux. Mais moi, je m'en rappelle comme si c'était hier. Je me rappelle aussi des complications que j'ai eues au 8e jour suite à cette excision, où j'ai eu beaucoup de saignements et que ça a été caché à ma maman. Ma maman, je pense qu'elle a toujours essayé de faire au mieux pour s'éloigner de ce sujet. Pourtant, elle l'a vécu, donc elle sait ce que c'est. Mais c'est les voisines qui sont venues me chercher. Elle était là, mais elle était en larmes, elle était en panique. Pendant cette période d'excision, j'ai vécu chez des voisines. Alors que j'avais juste besoin d'être proche de ma maman parce que quand on subit un truc pareil, c'est déjà compliqué. Et en plus d'être éloigné de nos parents, c'est encore plus difficile. Je pense que c'est une coutume qui existe depuis des années et des années. C'est tellement devenu normal et banal, on n'en parle même pas, c'est tabou. Je me suis toujours sentie différente en fait. J'ai toujours senti qu'il me manquait quelque chose. Et les conséquences, après moi je ne suis pas médecin, mais moi personnellement je sais qu'au moment de l'accouchement c'était compliqué. On ne nous explique pas réellement ce qui va se passer, on va juste nous dire que voilà, là c'est une cérémonie qui est nécessaire pour devenir une femme.
Il y a les mamans qui sont heureuses en se disant que leurs enfants vont passer ce cap-là et passer à une autre étape de leur vie. Elles l'ont vécu, mais je pense qu'elles ignorent les conséquences que ça peut générer parce qu'on leur a vendu ça comme étant quelque chose de nécessaire. Moi, je pense que c'est quelque chose qui a été mis en place pour juste nous obliger un peu à nous soumettre, en fait. C'est quelque chose qui nous impacte dans notre vie au quotidien en tant que femme, qui nous crée des problèmes gynécologiques dont on ne se rend peut-être pas compte. Le fait de me sentir inférieure, différente des autres femmes. Et ça, c'est pas facile à gérer. Je n'en ai jamais discuté avec mon père ni avec mes frères. Et c'est ça qui est inquiétant aujourd'hui parce que j'estime que les hommes aussi ont le droit de savoir qu'en fait une femme n'a pas à subir ça. Elle a le droit juste de vivre sa vie de femme et pouvoir avoir une vie normale tout simplement. J'ai continué de vivre, mais je sens que j'avais perdu cette petite âme d'enfant où en plus il fallait qu'on vous choisisse son mari après, où il fallait en plus accepter sans rien dire. Quand j'étais plus grande, j'ai su dire non. J'ai toujours eu le soutien de ma maman. Mon père au début n'avait pas compris, mais finalement il s'est résigné, il a accepté. Je ne voulais pas continuer à vivre sous cette voûte de tout ce qu'on nous impose en fait. Moi, je suis arrivée en France, je me suis installée toute seule, j'avais 23 ans. J'ai connu le père de ma fille au Sénégal, mais on a commencé réellement à se côtoyer en France. J'ai continué mes études. Pendant ces mêmes années, je me suis mariée. Et j'ai eu ma fille en 2010 et là, je suis divorcée. Et je pense que le fait d'avoir divorcé, d'être partie de chez moi, d'avoir tout recommencé à zéro, ça a réveillé en fait une partie de cette femme qui a envie d'être une vraie maman, qui a envie d'être épanouie, qui a envie de se battre, de se donner et d'aller de l'avant. Ça a mené au fait que je rentre en contact avec la Maison des femmes et je découvre qu'il est possible de faire une réparation du clitoris parce que ça, je l'ignorais complètement. Il y a plein de gens qui le prennent pour une réparation physique, mais moi je pense que c'est plus le moral. Ça répare notre mental de façon incroyable. Il y a un vrai accompagnement, des ateliers qui sont là pour retrouver une estime de soi. Et ça a été comme une révélation. Mais entre le moment où j'ai découvert ce journal et le moment où j'ai fait la démarche d'aller à la Maison des femmes, il m'a fallu 10 ans. La réparation, je l'ai vécue il n'y a pas très longtemps. Pour l'instant, dans mon épanouissement féminin, je ne peux pas en témoigner. Normalement, au bout de 10-15 jours, on reprend sa vie. Sauf qu'il y a eu quelques petites complications. Mais bizarrement, c'est des douleurs que j'arrivais à accepter. Parce que là, c'est mon choix, en fait. On ne m'a pas obligée. Dans ma vie professionnelle, je fonce la tête baissée, je suis meneuse, j'arrive à embarquer mes troupes. Dans ma vie de femme, je suis une personne qui manque énormément de confiance en soi, qui a du mal avec sa féminité, je pense. Mais suite à la réparation, j'ai retrouvé de la dignité. Pour moi, rien que ça, c'est une très belle victoire, en fait. Il y a des femmes qui vous disent qu'elles sont excisées, mais qu'elles ne s'en rappellent pas, en fait, et que du coup, ça n'impacte pas leur désir. Je ne peux pas le dire. Moi, je sais que je m'en rappelle et je sais que ça a impacté ma vie de femme. Ça a impacté mon droit au désir, mon droit à l'épanouissement. Parce que j'estime que quand on est femme, on a autant le droit au désir et au bonheur qu'un homme. Mais quand une femme est utilisée juste pour le plaisir de l'homme et qu'elle n'y trouve pas son plaisir, à un moment donné, ça devient un frein. Mon devoir aussi, c'est de sensibiliser toutes les mamans qui ont des petites filles pour qu'elles pensent à protéger leurs petites filles. Moi, j'ai envoyé ma fille toute seule au Sénégal en vacances. Et la première phrase que j'avais dit, c'est « Je vous interdis de toucher à ma fille ». Je suis une maman et je ne veux jamais que mon enfant vive cet épisode-là. Et je pense que le vœu de tout parent, c'est de voir son enfant grandir, s'épanouir, vivre heureux. Donc je pense qu'en ayant les bonnes informations, déjà, ça peut réveiller pas mal de conscience et arrêter ce fléau. Si je pouvais parler à la petite fille de 8-9 ans que j'étais au moment de l'excision, je lui dirais qu'on a réussi en fait, qu'on s'en est sorti, que ce n'était pas facile, que je suis fière de ce que cette petite fille est devenue parce que cette petite fille a finalement su prendre sa revanche en quelque sorte, en ayant fait le choix de reprendre la dignité qu'on lui avait volée à 8-9 ans et de se sentir à nouveau femme, de se sentir à nouveau une maman digne. On a réussi à s'en sortir malgré tout ce qui s'est passé. Bueno, este pequeño vídeo era un poco para... Bon, cette vidéo était pour résumer un peu la trajectoire ou l'itinéraire des femmes. J'allais expliquer que je suis
pédiatrice. Peut-être vous demandez comment une pédiatrice va demander des filles adultes ou presque adultes. Bon, la réponse est que ces filles cherchent les pédiatres et elles me cherchent vraiment partout par Catalogne. Et je suis ici, j'accompagne. Et je voudrais commencer en disant que chaque femme est un monde et chaque mutilation est vécue de façon différente. Nous ne pouvons qu'être attentifs à ce qu'on écoute. Nous ne pouvons pas avoir de préjudices, des idées fixées, parce que sinon on va se tromper. Et en fait, nous avons appris à force d'entendre, nous avons commencé à reconstruire et nous avons payé le prix de reconstruire sans agir avec de la précaution. C'est pas la même chose de reconstruire une fille où toutes les autres filles parlent de sexualité et il y a plus de mutilés et elle est celle qui décide d'y arriver. Et si l'on compare avec notre histoire, une femme adulte qui a déjà eu des relations sexuelles, c'est totalement différent. Et nous devons attendre à ce que chacune ait son bon moment. Vous pouvez m'arrêter si vous voulez, m'interrompre. Selon notre expérience en Catalogne, 100% des filles qui viennent regrouper sont mutilées. Je ne sais pas dans le reste d'Espagne, mais toutes les filles nées en Afrique bon, je sais qu'il y a d'autres pays, pas du continent africain où on mutile, mais je vais parler seulement de mon expérience. Et mon expérience est centrée en Afrique. C'est très important de savoir comment on va accompagner cette fille. Dans la première visite, on va explorer les organes génitaux, parce que nous explorons les génitaux dans la première visite. Et c'est la même chose avec le garçon. On ne va agir de façon différente s'il s'agit d'une fille. Mais c'est vrai qu'on va expliquer si la mère est présente. Normalement, la fille vient accompagnée par quelqu'un qui va bien comprendre la langue, un interprète, la mère, ça dépend. Et avec toutes les filles et le garçon aussi que je vois dans mon cabinet, je leur explique que je suis médecin et je vais explorer toutes les parties de ton corps et maintenant ça doit être les organes génitaux. Je peux le faire parce que je suis docteur et parce que ta mère est à côté. J'ai toujours dit cette phrase et j'en profite pour aussi faire la prévention des abus. Parce que selon les statistiques, nous en Espagne, il y a beaucoup d'abus. La maltraitance. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les filles qui ont subi une mutilation que les filles qui ont subi la maltraitance sexuelle ou un abus. Donc nous devons donner une sorte de discours en disant ça c'est à toi et seulement c'est toi qui peux toucher et regarder, tu peux jouer avec tes organes génitaux. On va ouvrir les horizons de ces jeunes enfants. Et il y a un tabou terrible. Normalement, je dis aux filles, tu peux te toucher n'importe quand. Et les parents, normalement, ils commencent à rire de façon nerveuse. Parce qu'ils deviennent vraiment nerveux et ne savent pas comment agir. Et ces messages que je donne à la fille, normalement,
et il est reçu aussi par le parent, par la famille. cuando hable nuestro idioma correctamente. Et quand est-ce qu'on va informer la fille qu'elle a été mutilée quand elle parle notre langue de façon suffisante sans l'intermédiation des interlocuteurs ou des interprètes? Normalement, je commence à parler de la mutilation à partir de 6 ans d'âge. Nous menons de révision. A los primeros meses de vida, al año y medio, 2 años, 3 años, 4 años, 6 años. Normalement, nous faisons les révisions à 6 ans et à 6 ans, normalement, les filles devraient connaître un peu où elles se trouvent, dans quelle situation. Et pendant la première exploration, je demandais, tu te souviens de la première fois que je t'explorais, je te racontais qu'il y avait une partie de ta vulve qui te manquait, qui a été arrachée, on peut dire, ou coupée. Pour moi, c'est difficile à parler espagnol parce que normalement, je parle catalan. Donc, nous ne pouvons pas ne rien dire. Et quand la fille va passer au médecin d'adulte, tout le monde va dire « Ah, elle a 15 ans d'âge, on va l'expliquer qu'elle est mutilée. » Et pendant 15 ans, j'ai vu cette fille, comment elle va confier, va nous faire confiance si on ne le parle pas de façon claire. C'est mieux qu'elle grandisse en sachant qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et on va parler si on peut résoudre la situation, si on peut réparer. Et au fur et à mesure qu'elle grandit, on va devenir plus technique. On doit réparer le clitoris. Peut-être il te manque le lèvre mineur, le lèvre petit, les petits lèvres. On a un miroir et normalement on explique à l'aide du miroir. Je me souviens d'un cas, une des filles, parce que normalement nous menons la révision chaque 2 ans, 6, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans. Et pendant ces visites, moi, j'explore leurs organes génitaux parce que peut-être ces filles et aussi les garçons, peut-être ils ont subi quelques types d'abus. Donc on doit expliquer, ça c'est à toi. Tu ne dois pas te laisser toucher par d'autres personnes. Et je me souviens d'une fille elle m'a dit « Je ne comprends pas, c'est ce qui me manque. Est-ce que je peux regarder ma sœur ?» Et je dis oui, avec sa permission, oui. Et on a exploré tous les deux. C'est important des femmes, des petites filles qui se reconnaissent entre elles. Nous femmes, nous avons le génitaux de façon presque pas visible. Et ça a promu un peu ce type de silence. Et nous devons le rendre visible de façon physique, de façon aussi de façon telle qu'on parle des organes génitaux. Quand nous voyons la fille, nous devons demander quelle question tu as. C'est important d'accueillir, mais d'entendre aussi, de la laisser parler et qu'elle explique de façon telle qu'elle explique son expérience. Parce qu'il y a tout un univers d'expériences. Et c'est vrai que quand on explique quelques expériences, on retourne chez moi en larmes parce que tu te souviens des histoires. Au cabinet, nous devons avoir un contrôle émotionnel qui n'est pas toujours facile parce que maintenant, tu ne sais pas exactement comment agir avec tout ce matériel. Je pleurerai avec elle très facilement. Nous devons voir quels sont les problèmes médicaux que la fille a parce qu'il y a des cas de prolapse. Il y a aussi de prolapsus, et il y a aussi des infibulations qui sont si fermées que même la menstruation, le sang passe. C'est incroyable, il y a un univers entier de cas. Si la fille a un couple ou non, je demande à la fille, tu connais les points qui te donnent plaisir? Et beaucoup de filles demandent quoi? Comment?
Et je dis normalement, je vous recommande un livre magnifique. J'espère me souvenir du titre. Il est avec beaucoup de... Bon, avec la bande dessinée. Je l'ai au cabinet et normalement, je montre ces livres à mes patients. Et normalement, après qu'ils aillent revisiter le livre, normalement, ils remontent, ils me revisitent avec beaucoup de questions. Même le maire me disent, je vais te rendre ma fille et tu vas l'expliquer ça ou cela. C'est quoi ça? Peut-être elle va avoir sa première menstruation, sa première règle. Les mères, parfois, les mères ne sont pas capables d'expliquer tout cela. Mais je peux bien comprendre les tabous de ces mères. Et ce jour, peut-être la visite ne va pas durer 20 minutes, ça va être plus long. Bon, c'est vrai que l'autre personne va devoir attendre plus longtemps, mais bon, c'est une visite spéciale. Et bon, je suis ici en train d'expliquer mon expérience. Et quand on a une fille mutilée, nous devons aussi voir quels sont ses souvenirs. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu as éprouvé de douleur? Si tu veux, tu peux l'expliquer. Tu peux même dessiner ou écrire. Je veux le lire avec toi ou sans toi. Nous devons laisser la volonté. Normalement, ça s'est fait à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans. Normalement, j'essaie de le faire avant qu'elle échappe de mon cabinet au cabinet d'adultes. Et normalement, ces filles qui dessinent viennent avec leur dessin et me montrent le dessin. Et je dis, mais pourquoi pas ne pas partager ces dessins avec ta mère? Et c'est important pour la mère pour qu'elle puisse comprendre que la fille est en train de vivre un autre moment de la vie. Et c'est important aussi pour que la fille comprenne que la mère a subi une mutilation aussi, ou que la mère comprend mieux le moment de sa fille. S'il y a déjà des relations sexuelles, est-ce que nous pouvons voir comment ces relations sexuelles sont vécues? Et quelles sont les relations qu'elle connaît? Quelles sont les attentes? Je ne parle pas de reconstruction si elle ne me demande pas la reconstruction. Parce que si on parle trop de la reconstruction, on va se centrer ici. Et je pense que ça, c'est pas une bonne idée. Parce qu'à Catalogne, normalement, nous avons eu des filles qui sont venues pour une reconstruction à cause du fiancé. Ou peut-être ils se sont rendus compte que ce n'était pas exactement la chose dont elle avait besoin. Et nous devons aussi voir quel type d'éducation la fille a reçu, quelles sont les attentes de la famille, s'il y a une égalité avec leurs frères et leurs sœurs, si elle peut être victime d'un mariage forcé, s'il y a eu du viol, des abus. Si, par exemple, il y a des jeunes qui viennent d'autres centres. Et pour moi, parler avec elles, ça a été assez compliqué parce que normalement, elles ne parlent pas de la mutilation, mais des abus qu'elles ont subis. Parce qu'il y a de nombreux abus et réparer tout cela physiquement sans réparer le côté psychologique, bon, ça ne vaut rien. Et il y a aussi des filles qui sont présentes dans les centres d'abus de Barcelone. Et c'est compliqué si elles viennent d'autres régions de l'Espagne
Et si elles doivent venir une fois par semaine ou même deux fois par semaine, c'est compliqué pour elles de venir à l'hôpital Trias y Pujol où on le prend en charge aux causes des abus. Et normalement, je demandais, est-ce que tu veux parler de cela aujourd'hui? Est-ce qu'il te manque exprimer quelque chose? Quand tu vois que c'est impossible d'explorer ou faire une exploration, bon, je dis, tu es venu parce que tu voulais venir et tu es en train de demander une reconstruction, je ne dois pas explorer, faire une exploration. Qui t'a pratiqué des abus? Et c'est là qu'elle commence à pleurer et qu'elle commence à tout raconter. Y hemos acompañado bastantes y para mí es la mutilación À s'effondrer. pero una chica Et que la han mutilado y que han abusado de ella. une fille qui a été mutilée et qui a subi des abus, ça c'est très très dur. Parfois il y avait un silence terrible, terrible. Et sinon, Hacemos florecer todo esto, si nous esta ne no se reparará de ninguna forma. pouvons pas réparer le volet psychologique, on peut dire, elle ne va pas être réparée Cuando de hablamos toute de la façon. reconstrucción, Quand on parle de la como reconstruction, ha dicho ella, si ella lo decide libremente. si elle seulement on doit parler si elle le décide de façon libre ¿Cuáles son sus et si elle a totalement clair l'idée, quelles sont ses attentes, si elle a une bonne connaissance de la pratique ou de l'intervention. Par exemple, je connais une fille qui est en train de vivre en Allemagne. Elle m'a dit, quand je reviens en Catalogne, je vais être reconstruite par toi, mais sans rien dire à mon couple. Mais je dis, ok, d'accord, mais on ne va pas te mettre un bouton et ça va être automatique. Si on n'utilise pas le bouton, à quoi ça sert avoir un bouton? Parce que une fois reconstruite, je vais avoir un bouton rouge. Mais on doit l'utiliser, bien sûr. On doit découvrir quel est le type de plaisir, comment obtenir du plaisir à partir de ces boutons. Siempre acompañarlas, siempre. Et on doit toujours les accompagner, respecter leur rythme. C'est très important qu'elles viennent d'une thérapie sexuelle antérieure pour un appui émotionnel. Nous ne pouvons pas faire une intervention chirurgicale et penser que c'est tout. J'aime cette phrase, c'est plus facile d'éduquer une fille forte que réparer une femme cassée. Et elle parle de la mutilation mentale beaucoup de fois. Et quelle est la signification de la mutilation mentale? Il y a des cas qui sont très très clairs. On m'a mutilée pour que je puisse être soumise. Maya Angelou, une grande écrivaine qui est déjà décédée, une Afro-américaine qui a subi tout type de violence souffert par des femmes. No sé cómo explicarlo, que salió del esto y se volvió fuego. Une fois qu'elle a décidé de casser son silence, elle a devenu une flamme. Elle a dit, il n'y a douleur majeure que porter une histoire qui n'a pas été racontée dans toi ou à ton intérieur. Y recordar una entrevista. Et je voulais aussi vous souvenir Asita Kanko, une Belge qui est au Parlement européen. Elle est sortie dans les photos avec notre président Puigdemont à l'exil. Elle est venue en Catalogne et à l'issue d'une interview à la télé, elle a dit que tu commences à te récupérer quand tu peux parler ouvertement de ça. Elle a commencé à en parler à l'âge de 33 ans. Elle était très triste, très cassée.
Et tu ne dois pas être forcément dure, forte, toujours. Ben, vous pouvez trouver cela en ligne. Et pour moi, ça c'est très important de parler du futur sans les MGF. Comment on peut impliquer les nouvelles générations? On doit les expliquer ou leur expliquer que nous avons achevé d'éviter qu'ils soient mutilés parce que nous devons prendre la retraite, bien sûr. Et elles doivent avoir le bâton, le témoin, le remplacement. Elles sont les nouvelles générations, elles doivent continuer la lutte avec tout et chacune des femmes. Et aussi en Catalogne, on a commencé à travailler avec des groupes d'hommes. Et c'est incroyable comment ces hommes se sont impliqués, comment ils sont devenus des porte-parleurs de leur groupe. Et il y a un garçon de Gams qui est venu pour une séance avec eux. Et après 2 mois et demi de formation, je leur ai dit, je voudrais que chacune de votre dise une parole qui va résumer toute la formation. Et chacun a dit leur parole et à la fin, ils ont terminé par pleurer, tous. Moi aussi. C'était un moment magique. On va travailler à Cervera, à Paret. On va continuer notre travail invisible, mais très bon. Frase, porque como ha dicho Sandrine, también estas mujeres son Ou très réconfortant. Comme Sandrine vient de dire, ces femmes sont des grands lutteurs et des grands résilientes. Parce qu'ici, tu es en train de vivre malgré tout ce que tu as vécu, malgré le fait que tu vis dans un autre pays. Tu es ici dans la lutte et tu luttes toujours contre la mutilation. Je vais terminer avec une petite vidéo. Si me quieres, quiéreme entera. No por zonas de luz. Si tu m'aimes, aime-moi entière, pas par des parties. Si tu m'aimes si je suis noire et blanche et grise et verte et blonde et brunette. Aime-moi pendant le jour, aime-moi pendant la nuit. Si tu m'aimes, ne me coupe pas. Aime-moi entière ou n'aime pas. N'aime-moi pas. Oh là là, c'est difficile, pardon. Muchas gracias. Merci beaucoup, Inma. Je pense que ton cabinet de pédiatrie est beaucoup plus qu'un cabinet de pédiatrie. Tu offres une prise en charge intégrale. Pues también muy inspirador. Et très inspiratrice. ¿No? Y poder llevarlo a cabo. Bueno, damos paso a Sira que como decía al principio, pues... Tu es une bonne inspiratrice. Bon, on va parler maintenant de besoins de soutien. On va entendre Sira Kandé. Elle va parler du soutien social et communautaire. Bonjour à tous et à toutes. Je tiens à remercier UNAF de m'avoir invité une autre fois pour participer dans les jours de tolérance zéro à la mutilation, à la MGF, et après avoir entendu mes collègues et les professionnels belges, la gynécologue, c'est très difficile pour moi d'ajouter quelque chose de nouveau parce qu'ils ont déjà tout dit et je vais essayer de résumer et de contribuer depuis mon expérience
en tant que médiatrice sociosanitaire et en tant qu'agent d'accueil et en tant que personne de la communauté qui a beaucoup travaillé dans les communautés d'origine et aussi ici en Espagne et plus particulièrement en Catalogne. Je pense que le thème des mutilations, pour moi, c'est un problème de santé publique et je pense qu'on ne considère pas ce volet en Espagne parce que si nous nous souvenons, il y a 500 000 ou presque 500 000 femmes qui ont passé par ce type qui ont subi cette pratique et nous avons beaucoup de filles qui peuvent potentiellement la subir. Donc je voulais parler de ce qu'on fait depuis les associations. Je vais profiter d'être ici aujourd'hui pour en parler. Si on parle de la MGF en Espagne et plus spécifiquement en Catalogne, ça c'est la région que je connais le plus. Je pense que les associations de femmes, les associations d'origine, ont joué un rôle fondamental dans la prévention des SMGF, quand beaucoup de fois on ne reconnaît pas leur travail et on le met dans un deuxième du côté, on peut dire, parce quels sont les liens entre la communauté et les institutions. Et ça, c'est très important, mais on ne tient pas compte de cela. C'est ça où je pense que nous devons améliorer la prévention du côté des professionnels dans ce thème. On a vu que très fréquemment, ce sont les associations qui le font, mais si on parle de tous les protocoles de MGF qui existent en Espagne, il stipule très clairement que les professionnels doivent mener une campagne de sensibilisation avec les familles, avec la communauté, mais ça ne se fait pas beaucoup de fois. J'ai commencé à travailler en tant que médiatrice socio-communautaire à partir de 2002, en accompagnant beaucoup de femmes au service de gynécologie, à des pédiatres, pour les amener à des pédiatres, des docteurs. Mais après 14 ans d'expérience, je pense que seulement 2 fois, j'ai entendu une gynécologue qui parlait de ce thème à une femme. Et pour moi, ça c'est grave. Ça c'est sérieux. Parce que si l'on parle réellement de prise en charge intégrale de la pratique pour vraiment donner une réponse, une solution à ces problèmes, nous devons parler de vérité. Je ne peux pas. Je me coupais à moi-même la parole. Je me souviens d'un cas il y a 3 mois. Une femme qui a porté une fille mutilée, comme Inma mentionné, la plupart des filles qui viennent en Catalogne sont déjà mutilées. Cette femme, depuis 2015, n'a rien fait et en 2019, elle voulait voyager à Gambia. Et la première solution était l'enlèvement du passeport. Et on m'a appelé pour expliquer à cette femme qu'elle ne pouvait pas voyager, on va l'enlever le passeport, etc. Mais qu'est-ce que les cas ici? De quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'on a fait avec cette femme? Et quand je parlais avec la professionnelle qui m'a appelé, on a détecté que rien n'était fait avec cette femme. Et quand elle voulait voyager, c'est là qu'on l'a demandé, oui, une fois en Afrique, est-ce que tu vas protéger ta fille de la mutilation? Elle a répondu, bon, ça c'est une pratique qu'on m'a fait et je considère que c'est bien. À partir de là, on l'a enlevé le passeport, mais je ne suis pas d'accord parce que
personne n'a rien fait avec elle, personne n'a travaillé avec elle et s'il y a un problème, qui paye? Ce sont les familles qui payent. Et je dis, tu peux faire ce que tu veux, mais je ne veux pas y aller pour traduire seulement parce que le passeport va être enlevé et elle ne va pas voyager. Je la fais refléter le rôle que chaque professionnel doit jouer dans l'abandon de la mutilation génitale féminine. Parce qu'une femme africaine qui arrive en Espagne et jamais personne ne l'a parlé de la MGF, si on la demande, elle va dire « Ah oui, la MGF, elle est bien, c'est une bonne pratique ». Donc c'est très important de faire un travail depuis tout le volet, tous les aspects, parce que si on parle de l'accueil, on ne fait rien non plus. Je pense qu'il doit y avoir une réponse de la part des institutions, parce que si l'on veut vraiment apporter une prise en charge intégrale aux femmes, il doit y avoir une réponse structurée, institutionnelle et politique. Et pour moi, cela n'existe pas pour l'instant, parce qu'il y a 55 000 femmes touchées. Par exemple, à Catalogne, on a un protocole depuis 10 ans. Est-ce que quelqu'un a évalué l'application de ce protocole-là? Parce que depuis qu'on l'a fait, la réalité s'est modifiée. On ne peut pas parler de politiques publiques efficaces si on ne les évalue pas, si on n'évalue pas les programmes qui ont été organisés. Pour moi, ceci est un problème réel que l'on doit résoudre. Et après, je voulais dire aussi que il faut collaborer avec les institutions africaines. Et les associations africaines, j'ai eu la chance de participer à un projet organisé par une association, ce qui m'a permis de voir où les zones où il y a le plus de violence, qu'il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de progrès. Les problèmes qu'on a en tant que pays et qu'on a contrôlé plus ou moins la mutilation génitale féminine en Espagne, parce qu'il n'y a pas de cas de filles mutilées en Espagne en provenance de mon pays, mais il y a bien des filles qui arrivent mutilées depuis qu'elles sont très petites en provenance de mon pays. Et voilà, cela nous montre les endroits où il y a vraiment un problème, et cela nous permet de coopérer avec les pays à l'origine afin de lutter contre la MGF. Et pour moi, ceci est très important, parce que quand on parle avec les professionnels de là-bas, ils sont pas convaincus, ils disent c'est une loi, les gouvernements ont imposé cette loi, mais ils n'ont pas convaincu vraiment que la pratique soit nocive. Il y a pas mal de femmes qui viennent en Afrique. On a eu une femme qui nous expliquait en Gambie, nous a dit quand il y a les femmes qui viennent et nous disent ah oui, on va vous envoyer les filles, on vous donne l'argent, et après, une fois qu'elles ont quitté, et une fois que les ONG quittent le pays, on continue avec nos pratiques de MGF. Donc il faut bien étudier ce phénomène, et pour cela, il faut se servir de la volonté politique de vraiment faire quelque chose et marquer la différence avec des études du sujet
Mais je me demande si on a par exemple étudié les conséquences pour toutes les femmes qui ont subi la MGF féminine en Espagne. Et ce type d'études pourrait nous aider, voir les types de stratégies qui s'avéreraient utiles pour porter une attention intégrale en matière de MGF. Je suis spécialement touchée par ces sujets parce que je ne vois pas de réponse institutionnelle. L'année dernière, j'ai connu les cas de 2 ados qui sont arrivés en Espagne il y a 3 ans. Et le pédiatre et aucune personne de leur famille leur avait parlé des risques de la MGF. Jusqu'à l'école, on leur a expliqué « Ah, les génitaux sont comme ça, et voilà les génitaux ». Et après, ils se sont regardés dans un miroir et ils se sont dit « Ah, mais mes génitaux ne sont pas comme les génitaux qu'on m'a expliqué à l'école ». Et il était complètement touché, ému, effrayé, et on me l'a dérivé. Et comme j'avais l'expérience forte de toutes ces années, j'ai pu faire un travail avec ces ados. Mais je n'ai pas pu intervenir sur le reste parce que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sexologue. Mon intervention est limitée et mon travail était contraint à la partie d'expliquer la pratique parce qu'elle culpabilisait sa mère, mais en même temps, elle l'adorait et elle était fâchée avec les pédiatres qui lui avaient caché la vérité pendant plusieurs années. Et finalement, bon, elle est devenue activiste et travaille avec nous. Donc, elle est devenue sa propre activiste parce qu'elle fait le travail que les autres ne peuvent pas faire. Donc, elle a exprimé un désir de subir une reconstruction, mais de passer par une reconstruction, mais avant, on doit décider si elle est apte ou si elle est prête pour la reconstruction. Qui fait ça? Parce qu'avant, il faut faire tout un travail psychologique et de leur laisser décider si elles veulent passer par la reconstruction. Et bon, tout cet accompagnement n'existait pas dans tous les cas. Et voilà la réponse qui manque des pouvoirs publics. Mais toutes les femmes partagent le besoin de parler, d'en reparler, parce que c'est toujours la première chose que je leur demande pendant toutes ces années. Est-ce que quelqu'un vous a parlé de la MGF? Dans les différents services que vous avez fréquentés, ils disent non. Et tu vis ici depuis combien d'années? 10 ans. Et personne ne t'a parlé de la MGF, la sage-femme, le gynéco, le pédiatre. Ah oui, une fois, la pédiatre, quand j'étais sur le point de partir en Afrique pour les vacances. Mais c'est trop tard. Parce que ces femmes ont ces besoins de parler, de s'exprimer. Il y a pas mal de choses qui se passent autour d'elles au niveau gynécologique, sexualité. Et elles savent pas ce qui se passe réellement parce que personne ne leur a expliqué. Donc il faut vraiment trouver la solution à ces problèmes. Il faut vraiment mettre la fin. Et finalement, je vais dire que oui, il faut faire prévention, mais à tous les niveaux, pas seulement au niveau des associations. C'est pas les associations qui doivent faire
le travail des autres professionnels parce que tout le monde doit faire son travail. Et finalement, les institutions. Le problème, ce sont les institutions parce qu'elles ne font pas leur travail. Merci. Bueno, tenemos un poquito de tiempo para alguna pregunta. Nous avons un peu de temps pour quelques questions. Lo mío no es tanto una pregunta. Bon, ce n'est pas une question, mais plutôt un commentaire Pensando, y es que de Sira, parce que le problème de ne pas les intégrer dans le système sanitaire est parce que la prise en charge sanitaire maintenant n'est pas universelle. con la población migrante Et pour la population migrante, il y a une énorme barrière parce que aux urgences, on ne reçoit pas les femmes, les enfants. Donc, ceci est une énorme barrière pour l'accès de cette population au système sanitaire général. Une autre barrière est que l'approche n'est pas une approche communautaire. On ne travaillait pas avec les ressources de la communauté. Et voilà pourquoi il n'y a pas une reconnaissance suffisante du travail des associations. Le ministère pour la Santé a présenté le cadre stratégique de réorientation de la prise en charge sanitaire, mais il n'y a pas eu une réorganisation conséquentielle du budget de l'État. Donc, ce sont que des paroles, ce sont que des mots. Et on dénonce le manque d'accès parce que les décrets de facilitation de cet accès n'est pas réel. Et surtout pour les immigrants, les immigrantes et surtout les immigrés, elles n'osent pas aller aux services médicaux parce qu'elles ont peur de se voir dénoncées et déportées à leur pays d'origine. Il y a aussi le manque de professionnels psychologues dans les services sanitaires et juridiques. Et la prise en charge n'est pas complète sans ces professionnels. Je n'ose même pas parler des immigrantes ou des immigrés qui ont aussi des problèmes de santé mentale, qui sont complètement isolés ou ignorés. Et c'est tout. Merci. En Cataluña, esto funciona. Ahora, en Cataluña sí que tienen atención. En Catalogne, la prise en charge est universelle. Immigrantes et femmes, enfants compris. Mais pour les services gynécologiques et les sages-femmes, est très difficile parce que ce sont eux qui voient les femmes de façon plus intime, mais c'est très très difficile de les convaincre ou de les sensibiliser. Parce que c'est finalement nous qui visitons les familles, les femmes, parce que les gynécos ou les sages-femmes ne veulent pas prendre ces tâches en charge. Pour moi, c'est un problème institutionnel. J'ai oublié l'autre chose que je voulais dire. Mais en Catalogne, tout le monde jouit d'une attention sanitaire universelle. Et le droit d'asile, on a réussi à l'obtenir pour 2 filles qu'on utilise parce qu'on suit le même modèle juridique de la Belgique et la France qui n'est pas généralisé partout en Espagne, mais elle existe bien en Catalogne. Sí. Silvia Frías de AMREF Salud África. Somos una ONG que trabaja mucho. Je travaille pour une ONG qui travaille contre la ONG dans les pays d'origine. On a commencé dans l'est de l'Afrique, mais maintenant on a des programmes aussi au Sénégal. Je vous remercie, mais je voulais savoir comment faire aussi un meilleur travail en Espagne pour
amener les professionnels et les médecins, les consultations à s'y mêler. Comment commencer, comment faire en sorte que les pédiatres, les médecins s'impliquent ou s'engagent, ou que les gynécos surmontent le racisme ou la méconnaissance. Comment appliquer, comment exiger l'application des protocoles, par exemple pour les pédiatres, les gynécos. Comment impliquer davantage des professions médicales, des médecins, des gynécos. Et j'ai une question spécifique pour toi, Emma. Est-ce que vous faites des ateliers avec des hommes? Oui. Mais quel type d'hommes? Ce sont les pères des filles mutilées ou pères de filles en risque de mutilation, ou bien des hommes qui sont en couple avec des femmes mutilées? Je voudrais savoir comment ça marche, parce que nous avons un peu d'expérience dans les pays d'origine, mais je voudrais savoir comment ça se passe en Espagne. Dos preguntas más y ya cerramos, porque sí, tenemos también... Encore deux questions et après on passe à clore la séance, la journée. Gracias. Bueno, en primer lugar, felicitaros por vuestra labor y vuestra valentía y vuestra constancia. Me llamo Mar Serrano. Bon, je m'appelle Mel Serrano, je travaille pour la délégation du gouvernement pour la violence à l'égard des femmes. Et je voulais dire que Sira a parlé tout à l'heure En España actualmente. Bueno, du manque de données en Espagne. Je voulais parler de la législation en ce moment. Nous avons préparé une statistique qu'on va inclure dans le plan stratégique national. Donc, une fois que les résultats seront diffusés à la fin de cette année, ce seront des données officielles. Et pour la première fois dans cette statistique, on va demander à toutes les communautés autonomes quelles ressources ils ont, quelles ressources publiques ils sont pour lutter contre la violence à l'égard des femmes. Entonces es una operación estadística. Il s'agit d'une opération statistique. Que la calidad de los datos sea buena. Es la primera vez que los vamos a recoger. Es mucho volumen de información. Le volume d'information est énorme et on espère contribuer à la visibilisation de ces problématiques et de vous aider, de vous fournir les données nécessaires pour vous de travailler. Nous avons mené aussi une étude avec la Fondation WASU et les résultats sont publiés sur notre site internet et on attend la finalisation d'une deuxième étude par WASU à propos de la MGF en Espagne. Et voilà ce que je voulais dire. Merci. ¿Quieres seguir adelante para una que estamos haciendo maintenant, on prépare une capsule pour la MGF. Emma, Sira et moi-même venons de Barcelone. Vous êtes un exemple pour moi. Je vous invite à continuer. Maintenant, je vais seulement insister sur comment faire pour arrêter, finir avec la MGF avant 2030. Pero espera, quizá vamos a... Sí. Terminamos las... Mais on finit avec les questions qui ont été déjà posées. Est-ce que tu peux attendre un petit peu? Oui. La sexualidad de la mujer... La sexualité des femmes a été parfois oubliée
de façon générale par la médecine. Et voilà pourquoi il faut impliquer les professionnels de la santé. En Catalogne, la plupart des pédiatres font un bon travail. Je n'ai pas les statistiques avec. On me l'a envoyé cette année. Les statistiques de toutes les filles qui ont voyagé cette année, les documents de consentement ou d'engagement qui ont été signés, la protection des mineurs et les protocoles publiés en 2005 et révisés en 2007 a été promis par des pédiatres, etc. Donc tout tournait autour de la protection des mineurs, mais on ne parlait pas de la protection de la femme adulte. Et la protection des mineurs est très claire. La maltraitance est présente, l'abus aussi, la négligence, l'absentisme scolaire. Tout est clair pour le pédiatre, je ne sais pas pour les autres professionnels. Mais comment les engager, les impliquer davantage, je ne sais pas. Parce que dépend de l'attitude personnelle. Comment tu peux abandonner la moitié de la population et pas leur proposer une prise en charge complète? Cela devient de plus en plus visible parce qu'il y a des maladies qui se manifestent de façon différente chez les femmes et personne ne les prend en compte. Il y a des médicaments qui se distribuent différemment en fonction de si tu es un homme ou une femme. Et par contre, néanmoins, on les prescrit de façon complètement identique. Et la question à propos des hommes, ils viennent de façon volontaire. Il y a tous les profils, il y a des frères de femmes mutilées, des hommes âgés qui ont des filles mutilées qui sont arrivés en France, en Espagne, pour des raisons de regroupement. Et on leur demande de venir au moins 80% des séances et après d'assister à 2 séances individuelles. Le groupe qu'on a organisé à Gérone était composé de trois hommes, je le rappelais, les 3 mousquetaires, parce que je faisais toujours des blagues avec les représentants des associations, parce que je voulais qu'ils étaient toujours accompagnés. Avant, ils n'étaient pas sensibilisés, ils n'étaient pas conscients de tout ce qui était fait à l'égard de leurs femmes, leurs filles, leurs mères, leurs sœurs, etc. Et la phrase qui était le plus souvent répétée après la formation était « On comprend mieux la douleur maintenant, je comprends maintenant que je dois avoir des rapports sexuels différents avec ma femme. » Par exemple, Imma, il faut dire que quand on parle de la Catalogne, les professionnels en matière de santé sont les plus formés de tous. Et de tout l'État espagnol, parce que Inma, notre collègue Inma, est toujours là, elle bataille, elle galère pour faire passer les recommandations, les protocoles. Elle n'accepte pas une excuse. Je n'ai pas le temps, je ne peux pas. Parce que pour moi, tout ça, ce sont des excuses parce qu'ils ont reçu la formation. Bien sûr qu'ils ont le temps de le faire. Et c'est comme Imma le disait, il faut avoir la volonté de réellement contribuer avec une solution, de faire partie de la solution parce qu'autrement, voilà, on a ce qui se passe. Donc chacun
le rôle accordé par le protocole doit essayer d'accompagner les familles et la communauté. Les protocoles prévoient la présence des médiateurs interculturels qui appuient, qui soutiennent, qui accompagnent les professionnels de la santé. Et pour la question des hommes, c'est très très important parce qu'il y a quelques années, on ne travaillait pas avec les hommes parce qu'il y avait toujours la croyance que ce sont les hommes qui perpétuent la mutilation. C'était pas du tout comme ça, on ne les écoutait pas, on ne les invitait pas à s'approcher et en s'approchant d'eux, en les écoutant, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi intervenir avec eux. On pourrait faire un travail avec eux, avec leurs familles et leurs femmes, et qui le sujet devient de moins en moins tabou. Parce que ces sujets sont aussi un tabou dans le monde professionnel. Il y a combien de professionnels qui parlent aisément de ces sujets-là? Parce que le sujet n'est pas facile du tout. Il faut replacer, restructurer les difficultés d'un point de vue de la lutte. Oui, je voulais ajouter que de la part du NAF, on travaille, on insiste sur la formation des professionnels. La formation des professionnels est très nécessaire, mais il faut le faire aussi au sein des universités et aussi depuis l'approche intégrale qui inclut l'approche de genre, interculturelle à l'école, cet accompagnement tout au long de la vie, parce que toutes ces habiletés, toutes ces capacités n'ont pas à voir uniquement avec une formation spécifique. Il faut garantir la formation spécifique tout au long de la vie. Et comme on l'a vu aujourd'hui, il y a d'autres aspects, d'autres côtés qui sont souvent ignorés et qui doivent pas l'être si l'on souhaite obtenir une intervention intégrale. Et toute la responsabilité ne doit pas tomber sur les épaules des professionnels de santé parce qu'il y a d'autres ressources qui sont aussi valables, nécessaires, les protocoles qui ont été mis en scène parfois ne sont pas accompagnés d'un budget adéquat. Et heureusement, on a des professionnels comme INMA, mais tout ne peut pas être piloté par INMA. Il s'agit d'un travail en équipe multidisciplinaire. Et pour cela, tous les professionnels ont son rôle spécifique, les services sociaux, l'éducation, y también las organizaciones. Les organisations qui travaillent dans les communautés. Donc, merci beaucoup. Ne quittez pas, por favor, s'il vous plaît, parce que maintenant on a une petite y ya nos vamos, ¿vale? cérémonie de clôture de 5 minutes. Y las evaluaciones. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, de rendre les casques et les questionnaires d'évaluation. Merci.